Très souvent, quand on parle de dev, ça nous évoque direct des métiers comme développeur web, back-end, front-end ou encore développeur d'applications ou d'applications mobiles. C'est des métiers tellement répandus qu'on peine un peu à imaginer d'autres types de domaines liés au développement. Rassurez-vous, dans cette vidéo, on va vous présenter bien d'autres manières de gagner votre vie via le développement. Je pense que si j'avais entendu parler de certaines de ces branches avant de lancer ma carrière de développeur front-end, ça m'aurait peut-être fait réfléchir et j'aurais peut-être eu une toute autre destinée. Qui sait ? Un milieu dont tout le monde parle et investit, mais que peu comprennent réellement, c'est la blockchain. Le monde commence à se familiariser un peu avec la crypto, mais la plupart n'ont toujours pas compris ce que c'était vraiment la blockchain. Et même les devs ne savent pas forcément ce qui se trame derrière ce concept. Moi le premier, je suis pas un des plus gros experts de la blockchain. Pourtant, il y a des sommes astronomiques qui circulent dans ce milieu. On parle ici de plus de 1000 milliards de dollars en 2023, et tout cela repose sur du code. Il y a donc des postes à pourvoir et un gros gâteau à se partager pour les devs les plus dégourdis de ce game. Pourtant, j'en connais très peu qui mettent les mains dans le cambouis. À vrai dire, j'en connais qu'un seul. Lui. Et quand je l'ai rencontré et qu'il m'a raconté un petit peu son métier, j'avais pas du tout idée qu'un tel taf existait sur la planète. Vu que c'est mon gigabro, je lui ai demandé s'il était ok pour nous refaire cette explication pour la chaîne, histoire d'inspirer quelques personnes. Ce que vous allez voir est le résultat de sa dévotion à notre amitié et à l'audience de Benjamin Code. Je m'appelle Alexis Fabre, j'ai 27 ans et je suis ingénieur senior en sécurité offensive chez Alborn, une société américaine spécialisée dans la sécurité des crypto-monnaies et de l'écosystème en général. Ça va de la sécurité des crypto-monnaies en elles-mêmes à la sécurité des applications développées sur ces crypto-monnaies, donc la finance décentralisée, la sécurité des entreprises qui développent des applications et puis même l'accompagnement des institutionnels et des banques qui veulent intégrer les technologies blockchain à leur environnement. Moi au quotidien d'ingénieur en sécurité offensive, comme tout le monde chez Alborn, je vais chercher des bugs dans le code source des applications que nous donnent les clients, des bugs, des failles de sécurité et ensuite conseiller les clients sur comment y remédier, comment patcher ces vulnérabilités. Si je fais mal mon travail, un hacker va exploiter un bug que j'ai laissé traîner et dans le pire des cas voler l'argent des utilisateurs de l'application. Donc c'est quand même assez critique de faire un travail exhaustif dans ce qu'on produit. Ce qui m'a directement plu, c'était premièrement la spécialité sur les technologies blockchain et crypto-monnaie qui émergeait, donc c'était déjà il y a plus de 3 ans. Deuxièmement, la liberté géographique, car Alborn est une société américaine mais qui n'a pas de bureau, donc ça permet d'habiter n'importe où dans le monde et tous les employés sont répartis sur toute la Terre. Par exemple, moi ça permet de vivre à Séoul en Corée du Sud depuis plus d'1 an maintenant. Troisièmement, la liberté financière, car étant une société américaine, on va gagner 3 à 4 fois plus que le même travail sur le marché français. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est un plaisir de travailler chez Alborn. Merci frérot, je viendrai bientôt te visiter à Séoul. Un des cas d'application de la blockchain, c'est l'agroalimentaire, secteur qui repose grandement sur sa logistique désormais mondiale. Elle devient un outil de traçabilité et de sécurité pour toutes les fraudes qui ont impacté nos plats. Par exemple le scandale sur la viande de cheval alors que c'était certifié 100% pur bœuf. Mais s'il y a bien un domaine sur lequel l'agroalimentaire moderne s'appuie de ouf, c'est celui de la robotique. Avant même d'avoir nos robots aspirateurs de maison, on essaye déjà de couvrir des surfaces plus grandes, comme les champs de nos campagnes. Alors on va parler d'agroalimentaire et de robotique dans un instant, mais avant ça j'aimerais vous parler de ces développeurs qui ont une mission assez spéciale, vu qu'ils construisent des outils pour les autres développeurs. Ça vous parle ? Eh bien c'est le cas par exemple du français Sébastien Chopin, qu'on aura bientôt en interview sur la chaîne et qui fabrique le framework Nuxt.js que de nombreux développeurs à travers le monde utilisent, comme moi par exemple avec mon SaaS. Et des outils pour les développeurs du monde entier, notre sponsor du jour Hostinger en développe aussi de nombreux. D'ailleurs pour la petite anecdote, le site d'Hostinger est aussi développé avec Nuxt.js. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Pour ma part, j'utilise les VPS d'Hostinger pour faire tourner mon SaaS Meet Sponsor. Un seul de leurs VPS KVM2 suffit à faire tourner le back-end et le front-end, et le jour où j'ai plus de charges sur ma plateforme, j'aurai juste à commander 1 ou 2 VPS de plus que je mettrai en parallèle comme ça. D'ailleurs, on explique comment on orchestre tout ça dans cette vidéo. Pouvoir héberger mon SaaS pour 6,59€ par mois, c'est vraiment une aubaine de fou. Et en plus avec le code promo Benjamin Code, vous pouvez privilégier de 10% de réduction supplémentaire. J'ai jamais eu un seul problème avec eux, leurs interfaces sont super claires, il y a des IA pour vous guider si vous êtes perdu et dans le pire des cas, le service client répond ultra rapidement. Et c'est rare d'en avoir besoin parce que tout marche de base. C'est vraiment maîtrisé de A à Z et c'est pourquoi je suis si heureux de les avoir en sponsor régulier depuis plus d'1 an. Maintenant que ceci est dit, je vous propose qu'on aille voir le genre de métier qu'on peut faire dans la robotique et l'agroalimentaire.
La robotique, ça fascine depuis des dizaines d'années. Ça a été au centre de nombreux ouvrages de science-fiction et ça a une place très importante dans l'imaginaire collectif. Ça fait plus de 30 ans que des tentatives de création de robots humains sont présents sur des salons technologiques. Les Japonais ont été les premiers à se lancer là-dedans et aujourd'hui, des entreprises comme Boston Dynamics ou encore Tesla ont fait des pas de géant à ce niveau-là. Je pense bien sûr à ces robots qui font des danses ou des saltos, ou bien ce chien qui a tout l'air d'être un vrai chien sauf que c'est un robot. Ou encore le Tesla Optimus qui a récemment été présenté à une conférence de Tesla il y a un peu moins d'1 an. C'est donc bien des pas de géants. Mais en parlant de géants, c'est aux robots de cette taille-là que je voulais faire allusion. Pas des robots humanoïdes là, mais bien des robots géants comme des tracteurs programmables qui vont labourer des hectares de champs et ce en parfaite autonomie. En France, d'après Wikipédia, la surface agricole utile est de 1,5 hectare par habitant. Je vous fais le calcul, en gros ça représente 63% de la surface de la France métropolitaine. Ça fait une sacrée surface à couvrir et les techniques pour s'en occuper n'ont eu de cesse d'évoluer avec le temps. On a d'abord fait tout ça à la main, ensuite on a utilisé des animaux, ensuite on est passé par l'industrialisation, les machines et tout, et aujourd'hui on en arrive aux robots. Et ces nouveaux robots autonomes qui s'occupent de notre production agricole, c'est pas les agriculteurs qui les programment, c'est nous, c'est les développeurs. En France, il y aurait en 2023 environ 600 robots en activité, c'est 6 fois plus qu'en 2018, et quasi la moitié dans les vignes et l'autre quasi moitié dans le maraîchage. Et la terre c'est une chose, mais les animaux aussi, c'est des robots qui s'en occupent. 18 000 robots en activité dédiés à la production animale en France en 2023, c'est énorme, et là je n'ai parlé que du monde agricole. Alors ok, les robots c'est bien, mais les robots on aime quand ils ressemblent aux humains, quand ils ont une forme humaine. Et les premiers objets qui ont pris cette forme humaine, c'est les mannequins. Et en parlant de mannequins, quasi tous les sites e-commerce de vêtements ont besoin de mannequins qui portent leurs vêtements pour présenter leurs articles. Et ça coûte une blinde. Il faut un mannequin, un make-up artiste, un hairstylist, un styliste, un photographe, évidemment un studio, et ça c'est sans compter les problèmes logistiques liés aux vêtements. Alors qu'au final, c'est des shootings assez standards où les poses sont très souvent les mêmes, tu vois. Bon, moi je suis pas mannequin, ça se voit, mes poses sont éclatées. Alors pourquoi on ne pourrait pas coder ça ? C'est ce que Marc-Antoine, aka Marco, a fait dans son taf, et je lui laisse le présenter. Salut Benjamin, moi c'est Marc-Antoine. Je suis data scientist chez Viton, où on propose une solution d'habillage virtuel par deep learning comme alternative au shooting photo pour le monde de la mode. Donc en tant que data scientist, mon rôle c'est de rechercher et de proposer des solutions techniques dans cet objectif-là, donc qui consiste à reproduire un vêtement et à le faire fitter avec un mannequin cible. L'objectif c'est de reproduire le vêtement le plus fidèlement possible, donc à savoir ses logos ou ses motifs, sa coupe, et l'intégrer au mieux aux autres vêtements du mannequin cible sans les détériorer. Donc voilà les challenges principaux de la tâche qu'on doit accomplir. Et pour ce faire, on utilise donc des modèles de diffusion qui sont très complexes et très gourmands en données. Donc une autre de mes tâches principales consiste à recueillir de grands jeux de données et à les préprocesser pour obtenir des données de la plus grande qualité possible pour le modèle. Voilà mon quotidien chez Viton, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Des techniciens ingénieurs, il en faut, mais des artistes développeurs, ça existe aussi pour notre plus grand bonheur. Je vous présente le cas de Refik Anadol, artiste turc qui utilise l'IA et les technologies plus généralement pour redéfinir les espaces. J'ai découvert son travail dans une galerie immense à Berlin et j'étais complètement sur le cul tant c'était trop stylé. Bon, on n'est pas sur la chaîne de Benjamin Artiste, mais laissez-moi vous parler brièvement de lui. Son quotidien, c'est de tester des modèles, chercher de nouveaux moyens de générer des résultats pour transmettre sa vision. Au final, les résultats qu'il sélectionne sont à la frontière entre le réel qu'on essaie de simuler et les aberrations parfois générées accidentellement. Il est exposé partout dans le monde et profite pleinement de la technologie pour faire des expériences immersives. Je trouve que c'est un domaine trop peu ou trop mal exploité par les artistes, mais je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de place pour des développeurs qui souhaiteraient devenir des artistes. Après, c'est peut-être parce que la plupart des développeurs artistes ont trouvé un autre moyen d'exprimer leur créativité, avec un autre domaine qui mêle art et code. C'est celui qu'on appelle parfois le 10e art, celui du jeu vidéo. Modélisation 3D, IA, moteur de jeu, le jeu vidéo a tellement progressé et il y a encore beaucoup à faire.
Avant, il fallait des millions et des équipes entières pour sortir un jeu vidéo, et ça sans compter l'élaboration de la console qui elle-même nécessitait énormément de temps de recherche et de développement. Maintenant, on peut faire des jeux sur absolument tout type de support et quasiment tout seul. Alors c'est possible tout seul, mais c'est un peu comme si je vous disais que vous pouvez réaliser un film tout seul. Si la liste des crédits est très longue pour les films, parfois celle des jeux vidéo est au moins de la même taille, ou même plus longue, même encore aujourd'hui. Donc ça dépend tout simplement du type de jeu que vous voulez faire. Tout seul, vous irez peut-être pas toujours très très loin, mais c'est possible. Regardez, sur la chaîne, on a déjà interviewé Alex Trouk qui a développé un jeu très très cool pour la Switch en 2 ans, à 2, avec son partenaire. Donc vous voyez, les choses sont faisables. Et moi de mon côté, j'ai lancé un podcast sociétal et technologique qui s'appelle Charge Positive avec mes potes Martin Charpentier et Tim Soré. Et Tim, ça fait plus de 7 ans qu'il travaille sur son jeu vidéo ultra attendu qui s'appelle The Last Night. Entre deux podcasts, j'ai demandé à Tim s'il était chaud pour me dire à quoi ressemblaient un peu ses journées de développeur de jeux vidéo, et il a accepté de nous répondre. Ça fait trop plaisir, merci mec. Je m'appelle Tim Soré, je suis le fondateur du studio Hot Tales à Londres, et je travaille sur le jeu vidéo The Last Night avec mon équipe. Je suis en charge notamment de la partie créative et aussi de la partie technique, puisque toute la pipeline visuelle du jeu est entre mes mains. Et c'est un jeu qui mélange pixel art et cinématographie next-gen, donc on a de la lumière aux petits oignons. Et je dois dire, venant du web et du motion design à la base, puisque j'ai 36 ans, j'ai fait pas mal de choses avant, le jeu vidéo c'est du code extrêmement fun, extrêmement challengeant aussi, puisque on a des contraintes techniques et des contraintes de performance énormes. On n'a que 33 millisecondes pour faire 30 images par seconde, donc la simulation entière du monde et tout le rendu doit se faire en 33 millisecondes, que ce soit l'intelligence, l'éclairage, le son, la physique, donc c'est assez énorme. Et c'est assez fun, je dois dire, puisqu'il faut créer beaucoup d'outils finalement qui iront dans les mains des level designers, des sound designers, des artistes, pour qu'ils puissent rendre ce monde aussi vivant et interactif que possible, pour faire en sorte qu'une porte se mette à grincer lorsqu'on l'ouvre, pour qu'un drone vacille lors d'une bourrasque de vent, pour que les petites gouttes tombent le long des corniches par exemple, pour que les personnages trouvent leur chemin dans le décor tout simplement, pour qu'ils aient eux-mêmes des sens de l'ouïe, de la vision, pour détecter le joueur. Donc c'est vraiment fun parce qu'après on voit son code devenir vivant et créer cette petite simulation, ce petit monde. Et la dernière chose aussi que je trouve fascinante, c'est que c'est du code qui est extrêmement bien perçu par l'audience, puisque l'audience est exigeante et elle sait faire la distinction entre du code bien implémenté ou non. Et donc c'est vraiment intéressant et stimulant, je dirais, en tant que programmeur, puisque l'utilisateur final saura faire la différence si vous avez fait votre job correctement. Et ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Tim, il est vraiment génial pour sa curiosité infinie. Il peut prendre n'importe quel sujet et le creuser au max de ce qu'il est possible de faire comme ça. Il me fait trop penser par certains aspects à un autre développeur qu'on a déjà interviewé sur la chaîne et que vous avez déjà vu probablement chez Micode. Colin Brigato et son célèbre hack des serveurs de Bethesda. De tous les métiers farfelus, Colin n'a pas su se résoudre à en choisir un seul. Il a décidé de tout expérimenter aussi loin que possible. Pour lui, rien n'est impossible. C'est le dev le plus intrépide que je connaisse, et si aujourd'hui il taffe dans des problématiques d'architecture réseau et de proxy, où j'ai pas très bien compris tout ce qu'il faisait, hier il a hacké les serveurs de Bethesda, et demain il rétablira peut-être la paix dans le monde avec une solution sortie de son chapeau. Moi je fais des trucs hyper larges, tout m'intéresse, et donc du coup, vu que c'est large, je peux te dire les métiers que je préfère, et je peux répondre à une annonce pour du DevOps, surtout s'il y a tout à faire. Quand ils disent pas DevOps, ils disent quoi, SRE, voilà, ça c'est encore un peu plus abouti, suivant qui c'est qui le dit, c'est bon signe, pas bon signe. Si c'est Google qui te le dit, c'est un truc, si c'est une startup qui te le dit, c'est autre chose, tu vois. Faut faire attention. Et maintenant de toute façon, c'est plus SRE, c'est quoi la mode? Platform Engineer. Voilà, Platform Engineer. Dans les classiques, on a architecte, urbaniste, coiffeur, paysagiste. Non. Ouais. Non, vraiment, allez checker son interview pour comprendre un peu le personnage, quoi. La bise, Colin. À bientôt. En tout cas, on parlait de hack, et ce qui est souvent lié au hacking, aux hackers, c'est la police, parce que si vous déconnez un peu trop, ils peuvent venir taper à votre porte et vous foutre en tôle. Eh bien, le dernier métier dont on va parler, c'est à propos de ça, justement. Avant de discuter avec Yann, j'aurais jamais pensé que la police scientifique offrirait des problématiques aussi palpitantes pour les développeurs. Mettre à disposition son savoir pour aider à résoudre des crimes, ça semble vraiment très stylé. Mais en fait, c'est ça qui est le plus amusant, c'est de voir les gens, les anciens qui ont leurs habitudes, se voir tout bousculer dans leur quotidien, et finalement, au fur et à mesure, ils arrivent certains à adopter les outils.
Il y aura toujours des réfractaires parce que pour eux, l'IA, ils n'ont pas confiance, mais justement, c'est le challenge. Bon, je m'étends pas plus sur le sujet parce que il y a une vidéo entière qui traite déjà de ça. Donc je vous mets tout ça dans la description et libre à vous d'aller diguer si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, moi, parfois, quand je réalise que je n'ai fait que du développement web dans ma carrière, je suis un peu triste de me dire que je n'ai jamais mis cette compétence au profit de projets un peu plus expérimentaux, avec des impacts différents sur le monde. J'ai peut-être eu la tête un peu trop dans le guidon, là, comme ça, mais si cette vidéo peut vous aider à sortir vos œillères et peut-être vous trouver une nouvelle vocation, je serai le plus heureux du monde et ça me consolera peut-être de ma propre frustration vis-à-vis de tout ça. En tout cas, la semaine prochaine, je vous donne des nouvelles sur mon SaaS et mon aventure d'entrepreneur. Vous allez voir, il y a des news très juicy. C'était Benjamin Code. Ciao!